Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous accueillir ici au MEDEF. Nous sommes très fiers d'entamer cette deuxième session d'un soir au MEDEF. C'est comme ça que nous l'avons baptisé pour vous accueillir aujourd'hui. Je suis Hubert Mangon, je suis le coprésident de la commission Travail et Emploi du MEDEF et par ailleurs le délégué général de l'UMA. Nous sommes ravis également et très honorés de recevoir ce soir Denis Oliven, figure clé du paysage médiatique et économique français, dans le cadre de la sortie de son ouvrage « La France doit travailler plus et les Français être mieux payés ». Ouvrage passionnant et bienvenu, s'il en est, qui défend une thèse que nous partageons au MEDEF et depuis longtemps, et que nous avons d'ailleurs partagé avec Denis Oliven dans le cadre de l'élaboration de son livre. Les Français ne travaillent pas assez et nous payons moins bien ceux qui travaillent, car nous imposons plus que partout ailleurs les revenus du travail. Alors les chiffres clés présentés dans ce livre et cet ouvrage à plusieurs reprises d'ailleurs, les Français travaillent 664 heures par an et par habitant, je dis bien par habitant et non pas par salarié, mais vous allez y revenir, contre 770 heures en moyenne et 803 aux États-Unis. 6 Français sur 10 ne travaillent pas parce qu'ils sont trop jeunes, en formation, au foyer, en retraite ou au chômage. Et plus flagrant encore, en tout cas moi c'est une image qui m'a beaucoup marqué, à partir du mercredi midi, le Français travaille uniquement pour payer les prélèvements fiscaux et sociaux. Le constat de cette défaite du travail théorisé par Denis, qui limite la création de richesse et nuit au pouvoir d'achat, est un constat que nous partageons malheureusement. Le coût du travail affaiblit notre compétitivité, grève l'activité de nos entreprises et sclérose la croissance. Alors on s'inquiète évidemment aujourd'hui de la direction politique qui est donnée encore davantage sur les enjeux de pression fiscale, à rebours de nos concurrents et partenaires européens. Et je pense évidemment aux conclusions du rapport Bozio-Masmer il y a quelques semaines, qui appelait à continuer d'alléger le coût du travail. Et ça fait partie bien évidemment des enjeux et des discussions que nous aurons ce soir. Alors vous le savez, au MEDEF, on œuvre depuis longtemps pour que l'on puisse faire évoluer à la fois ces dispositifs et puis les ratios qui viennent d'être évoqués. Une recette fonctionne et mérite d'être consolidée, c'est évidemment la politique de l'offre couplée à des réformes structurelles qui visent non seulement à développer, on va dire, le taux d'emploi, mais surtout simplifier drastiquement les normes. Et ça fera, j'imagine, partie des sujets qui vont être abordés ce soir. Voilà, je ne voudrais pas être trop long. J'ai le plaisir d'accueillir, et j'invite à me rejoindre donc, Denis Oliven. Et pour pouvoir animer cette séquence, notre ami et rédacteur en chef de l'opinion, Rémi Godot. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir Denis Oliven. Donc écoutez, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc vous avez un gros avantage, c'est que vous êtes à la fois essayiste et chef d'entreprise. Donc vous réfléchissez et vous agissez. Ce qui est quand même plutôt qui se voit vraiment dans ce livre. Donc c'est tout l'intérêt du livre. Mais je vais faire comme j'ai fait avec François Hollande. Je vais commencer par une question d'actualité. Et la question d'actualité, c'est cette prise de parole un peu unique des grands patrons qui a fait beaucoup parler. Vous comprenez, parce qu'en fait ils ont parlé sur le fond de ce dont vous parlez dans votre livre. Vous comprenez cette prise de parole des grands patrons, s'engager comme ça dans le débat politique, c'est pour vous dangereux ou c'est légitime ? Moi, je suis fondamentalement social-démocrate. Donc, je suis pour le compromis entre le capital et le travail. Et je trouve légitime que le travail s'exprime par ses syndicats et le capital par ses patrons. Donc, non, je ne suis pas choqué. Et de manière générale, je trouve que les débats sur la politique économique doivent être menés. L'idéal serait qu'on essaie de les mener de manière raisonnable et factualisée, ce qui n'est pas souvent facile. Mais quand je vois d'autres pays pour lesquels j'ai de l'admiration et qui sont plus au nord de l'Europe, ce genre de discussions ont lieu sans que ça déclenche de crise. Donc non, ça ne me choque pas du tout.
Alors, on en vient à votre livre. Hubert Mongon, vous avez utilisé l'expression, et c'est vrai que votre livre, vous auriez pu l'intituler « La défaite du travail en France ». Je vous cite, hein, « Pour sortir la France de l'impasse, il faut que les Français travaillent plus, et pour les y inciter, il faut mieux les payer ». C'est toute votre thèse que vous développez de manière assez convaincante. Donc, on va commencer par le diagnostic. Alors, c'est encore vous qui le dites. La principale matrice de la crise politique et morale que nous traversons, c'est que la France ne travaille pas assez. Oui, en fait, ça part de là. Je me suis demandé depuis plusieurs années pourquoi il y a un tel hiatus entre, disons, la puissance générale de notre pays, son niveau de PIB, ses infrastructures, son modèle social, la qualification de sa main-d'œuvre et la crise psychologico-socialo-politique dans laquelle il s'enfonce depuis une trentaine d'années. Quels sont les motifs? Pourquoi dans un livre précédent, j'avais utilisé cette formule, la France a le prélèvement obligatoire de la Suède et le bonheur du Mexique, quand on regardait les études sur le bonheur. Donc pourquoi? D'où ça vient? Et donc j'ai essayé de regarder, et j'ai pris un pays voisin, l'Allemagne, parce qu'il a plein de caractéristiques semblables aux nôtres, pour voir quelle était la vraie différence entre nos deux pays, qu'est-ce qui s'était passé depuis une trentaine d'années qui expliquait qu'on soit dans un tel état. Et je me suis aperçu qu'on avait un vrai déclassement. Ce déclassement s'exprime dans un chiffre. Il y a 40 ans, la richesse nationale par tête de l'Allemagne était exactement celle de la France en monnaie, en euros, disons, d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, 40 ans après, nous sommes 15% en dessous. Et ces 15% font la différence entre aller bien et aller mal. Si on avait la richesse nationale par tête de l'Allemagne, on aurait 300 milliards d'euros de PIB en plus. Ça veut dire, à taux de prélèvement constant, qu'on aurait, disons, de l'ordre de 150 milliards de recettes publiques en plus. Vous imaginez que toute une série de problèmes qui sont aigus pour nous, notamment de financement des services publics, ne se poseraient plus. Et de même, on distribuerait quelque chose comme 90 milliards de pouvoir d'achat en plus, si je prends le partage de la valeur ajoutée. Donc les deux sujets majeurs qui expliquent la crise française ou la colère légitime des Français, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, je vais y revenir, et le délitement des services publics, ces deux problèmes qui sont une atteinte fondamentale à notre modèle social et qui justifient la colère lancinante des Français, seraient d'une certaine manière réglés. Sur la crise des services publics, ai-je besoin de vous convaincre? Il suffit d'aller dans les urgences ou d'avoir des enfants au lycée ou au collège ou de se poser la question du nombre d'agents de police ou du nombre de magistrats pour le voir. Mais le pouvoir d'achat, dans les années 60, en 20 ans, vous doubliez votre niveau de vie par la distribution du pouvoir d'achat, et aujourd'hui, il faut 90 ans, c'est-à-dire 2 vies. Et donc, en effet, l'espérance de gain des Français moyens a complètement changé. Donc, c'est de ça. Et à partir de là, je me suis dit, pourquoi, pardon de ce long cheminement, mais c'est pour vous expliquer mon raisonnement. Pour une fois que je peux le faire en plus d'1 minute 30 et que je vous tiens en otage. Donc, quand vous cherchez pourquoi, une fois que, bon, ok, d'accord, il y a un énorme problème, il y a une différence de revenu national par tête de la France par rapport à l'Allemagne. D'où ça vient? Et là, vous faites des comparaisons terme à terme. Si vous pensez que, enfin, si vous savez que pour fabriquer de la richesse, il faut du capital, il faut du travail et il faut un troisième facteur qui est de la productivité, vous regardez, vous voyez, on va peut-être en reparler, que le capital n'est pas un gros problème. On n'a pas un niveau d'investissement très différent des Allemands. En revanche, on a deux différences majeures. Celle que je traite dans mon livre, qui est qu'on a un taux d'activité inférieur aux Allemands, significativement inférieur. On a moins d'actifs. Et, autre sujet que je ne traite pas là, mais qui mériterait un deuxième livre que je n'écrirai pas, on a un niveau, parce que c'est un sujet qui est beaucoup mieux traité, parce qu'on a un niveau de productivité qui est plus faible que les Allemands. Contrairement à tout ce qu'on a dit, on a un niveau de productivité en valeur absolue qui est inférieur à celui des Allemands, et en plus, il décroît.
Donc voilà les deux facteurs qui expliquent pourquoi on subit ce déclassement qui se traduit par une colère sociale, laquelle se traduit par une crise politique. Et moi, je me suis attaqué à la question de taux d'activité. Vous arrivez à ce ratio dont parlait Hubert Mongon, 6 Français sur 10 sont écartés de la production de richesse. Alors c'est qui ces 6 Français sur 10 ? C'est quoi les différentes catégories et comment c'est comment un les écart remettre avec au travail ? l'Allemagne. C'est un écart avec l'Allemagne. Là, j'utilise cette métaphore, cette comparaison parlante. L'équipe de foot de production de richesse allemande aligne 11 joueurs et nous 8. Donc on a beau être très bon, dribbler et faire des passes caviar, la probabilité qu'on gagne le match est faible. Alors c'est qui ces 6 Français sur 10 ? Bon, j'écarte évidemment les jeunes, les très jeunes et les très âgés, ça ne nous différencie pas de l'Allemagne. Évidemment, on a un taux de chômage supérieur à l'Allemagne, mais ça n'est pas le plus significatif. Les 3 points sur lesquels on a un taux d'activité différent de l'Allemagne d'à peu près 10 points, c'est beaucoup, c'est les jeunes en formation, parce que nous avons beaucoup moins développé l'alternance que ne l'ont fait les Allemands. Ça change ? Pardon ? Ça change, on a progressé quand même ? Ça change, mais on est encore loin d'eux. Je crois que de mémoire, je cite les chiffres, mais je crois qu'on a encore 10 points d'écart sur le taux d'activité des jeunes. Les personnes au foyer, les femmes principalement, c'est d'ailleurs une vraie discussion qu'on peut avoir, parce que, à la différence des Allemands, nous avons beaucoup moins de temps partiel et d'emplois complémentaires. On a 8% de nos actifs qui sont en temps partiel contre 20% en Allemagne. Et évidemment, on a les taux d'activité des 55-65 ans parce qu'on a une retraite plus précoce. Et donc, quand on fait le cumul de ces 3 facteurs plus marginalement du taux de chômage plus élevé, on a ce sujet, 6 Français sur, plus les personnes les plus âgées et les plus jeunes, mais 6 Français sur 10 qui ne travaillent pas. Alors, si je prends les 2 derniers points, c'est des points très sensibles. Hein. En France, peut-être parce que le débat est ainsi, mais bon, sur les retraites, on voit bien que le débat est très sensible. Sur les temps partiels, en France, si vous parlez de temps partiel, on se dit temps partiel subi, petit boulot précaire. Comment faire pour aller à l'encontre de ces images-là ? Je vais revenir au temps partiel, mais ça me ramène à quelque chose qui est un facteur commun de tout ça, et qui est pour moi le point clé. Pourquoi est-ce qu'on a globalement un taux d'activité différent des Allemands ? Donc je vois des livres sur les Français feignants, les Français n'aiment pas le travail. Pourquoi est-ce que les Français se sont rebellés contre la réforme des retraites alors que, quand on la regarde de près, les principales injustices en avaient été corrigées, et puis les pays voisins ont accepté des reculs de la retraite beaucoup plus sans crise. Pourquoi ? Là encore, les Français n'aiment pas le travail ? Non, pas du tout. Je ne crois pas du tout à cette thèse culturaliste. Il y aurait une culture française. Je ne vois pas pourquoi, c'est comme le nuage radioactif de Tchernobyl. Je ne vois pas pourquoi la fainéantise s'arrêterait aux frontières de la France, pourquoi les Portugais, les Allemands, ou que sais-je, seraient moins fainéants que nous. De manière générale, j'ouvre une petite parenthèse, de manière générale, et c'est une énorme victoire de la civilisation, on a réduit le temps de travail, et c'est très heureux. C'est l'une des comment dirais-je, des conquêtes les plus remarquables du modèle économique qui s'est développé depuis 200 ans. C'est ça, c'est que en 1900, nos arrière-grands-parents consacraient 70% de leur vie éveillée au travail, et aujourd'hui, nous consacrons 60% de notre vie éveillée à autre chose que le travail, à l'éducation, au divertissement, que sais-je. Et c'est fantastique, c'est ce qu'ont permis les progrès technologiques et les gains de productivité. Le problème de la France, c'est que dans cet univers général où tout le monde travaille moins, on travaille moins que tout le monde. Alors je reviens à ma question. Pourquoi est-ce que nous avons une telle réticence ? Nous avons une telle réticence, me semble-t-il, mais peut-être que je suis trop matérialiste, parce que nous rémunérons mal le travail. Nous rémunérons mal le travail. Et si on se compare avec les Allemands, c'est très frappant. On va y revenir. Là, c'est la solution. Vous dites c'est pas la solution, c'est la cause du problème. Ouais. C'est-à-dire que, la cause de la solution, oui. C'est-à-dire que, en effet, on va sans doute y revenir. Mais la clé du sujet, c'est que si nous voulons
augmenter notre taux d'activité, il faut que nous augmentions la rémunération des salariés. Or, si vous comparez, je m'arrête là-dessus encore une fois parce que ça va éclairer le reste. Si vous regardez le partage de la valeur ajoutée entre salaire et profit en France, parce que vous pourriez dire on paye mal les salariés, donc ça veut dire que les salaires sont bas en France. Non, pas du tout. On a le niveau de partage, enfin le niveau, le partage de la valeur ajoutée en France en faveur des salaires est plus élevé que partout ailleurs en Europe et stable. Relativement stable, oui. C'est donc que la composition de cette part de la valeur ajoutée, de cette part salariale n'est pas la bonne. On va y revenir. Donc pour moi, alors après, sur la question du temps partiel, c'est un autre sujet. En effet, les Allemands, c'est les réformes Hart, quand ils ont réformé leur marché du travail, ils ont fait en sorte de rendre beaucoup plus attractif et rémunérateur le temps partiel, notamment en modifiant le taux de charge sociale sur ces emplois et le taux et le niveau d'imposition de cette rémunération. Donc le temps partiel est beaucoup mieux rémunéré, beaucoup moins précarisant qu'il ne l'est en France. Ça n'est qu'un des éléments. De manière générale, j'ouvre une petite parenthèse. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, je suis pour la négociation collective. Donc, il me semble que traiter la question du travail, c'est la question fondamentale qui changerait radicalement la face de notre pays. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est pas par coquetterie d'auteur, c'est parce que j'y crois. Mais ça peut se faire pas par des mesures technocratiques. Une fois qu'on sait dans quelle direction il faut aller, il faut négocier le cadre qui permet de le faire. Après tout, on est en France. Alors vous êtes assez radical, hein. Vous dites la frustration salariale est la cause du malheur français. Donc vous ne croyez pas du tout à toutes les théories sur la désaffection pour le travail et vous expliquez même les grèves ou l'absentéisme par une insatisfaction salariale. Oui, alors il y a sans doute d'autres raisons, il y a des raisons culturelles en France, mais bien sûr, je ne vois pas d'autres motifs, une fois encore. J'observe en tant que chef d'entreprise, et d'ailleurs on peut le voir, regardez, dans des entreprises, quand elles rémunèrent bien leurs salariés, quand elles leur donnent un bon espoir de rémunération, par exemple les start-up avec l'intéressement des salariés aux créations de valeur, vous voyez qu'il y a une forte motivation. Je ne dis pas que c'est la seule raison. Je sais bien que les conditions de travail sont aussi une raison. Je ne nie pas du tout, il y a eu beaucoup de choses écrites sur la question, qu'un travail qui a du sens, un cadre d'emploi qui est plus favorable, plus motivant, plus responsabilisant, sont des facteurs de motivation au travail. Mais je pense que, et d'ailleurs je le pense parce que parce que d'abord objectivement c'est ce qui nous différencie des autres. Donc quand vous avez une maladie et que vous voyez qu'il y a un truc qui est clair, je sais pas quoi, un enzyme ou un microbe, ça vous donne une piste. Donc c'est objectivement une différence avec les autres. Et puis parce que les enquêtes d'opinion le montrent aussi. Quand vous demandez aux salariés à la fin quel serait le principal facteur de motivation pour eux, la rémunération arrive à hauteur des 2/3, de 63%, 65% des enquêtes. Donc il me paraît évident que cette question est centrale. Pour finir sur le diagnostic, pardon, oui. Ouais. Et la question de la rémunération, c'est la question de la part socialisée de la rémunération, mais j'imagine qu'on va y revenir. Absolument. Vous, toujours dans le diagnostic, vous dites que, vous en avez un peu parlé, que l'idée d'une France ultra productive, ça c'est du bobard, c'est complètement faux, donc il faut arrêter de s'attacher à ça. Les causes structurelles de cette stagnation, voire baisse de la productivité, elles sont très très profondes. Comment on peut faire pour les redresser de manière assez rapide? Parce que c'est la désindustrialisation, c'est l'échec de l'éducation nationale, c'est tout ça, non? Je le dis parce que c'est les statistiques qui le disent, c'est pas moi, une fois encore. Hein. Ça a été analysé. On avait le sentiment d'une productivité très forte parce qu'on avait ce qu'on appelle un effet de composition de la population active. Comme nos personnels les moins qualifiés étaient au chômage, on rapportait la production à nos personnels les plus qualifiés et donc on avait un effet apparent de productivité très forte. Quand on corrige cet effet, on voit qu'on est très en dessous, et notamment très en dessous de l'Allemagne. Et par ailleurs, depuis un peu avant le Covid, on voit que notre productivité, qui était déjà faible, décroît. Donc oui, il y a plein de raisons. Il y a une raison structurelle, c'est la baisse de la part de l'industrie, qui a un niveau de productivité plus élevé dans la production de richesses. Et puis, il y a plus généralement les difficultés qu'on rencontre dans le système scolaire, la baisse continue
de nos performances, notamment mathématiques. Là encore, hein, tout ça, je ne l'ai pas inventé. Hein, il y a des rapports du CAE, du Conseil d'analyse économique, qui chiffrent les pertes de productivité, les pertes de PIB liées aux pertes de productivité, elles-mêmes liées à notre décélération sur nos résultats scolaires. Mais c'est une partie. Alors, en gros, on peut expliquer à peu près la moitié de notre écart de PIB par habitant par la productivité et l'autre par notre insuffisante population active. Donc, la partie productivité, elle est c'est un sujet qui est très travaillé. Alors qu'il me semble que la partie population active, qui est à la fois évident, énorme, c'est un éléphant dans le magasin. Au milieu de la pièce, comme disent les anglo-saxons, pas dans le magasin de porcelaine, au milieu de la pièce, c'est une chose qu'on devrait tous voir et qu'on n'a pas vue. Et c'est une chose qu'on peut régler. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est qu'on peut le régler. On peut, pas du jour au lendemain, mais on peut, par une politique bien ajustée, transformer ce facteur de crise sociale larvée de ce pays. Je fais une petite parenthèse. Vous parlez beaucoup de l'Allemagne, ça reste le modèle, ça reste la référence, la comparaison qu'il faut vis-à-vis de la France? C'est pas que ce soit le modèle. D'abord, c'est un pays qui a un modèle social pas très différent du nôtre. C'est un pays qui est de taille supérieure au nôtre, mais pas de manière démentielle. C'est un pays qui a une histoire pas très lointaine de nous. Enfin, c'est un bon comparable. Plus facile que de se comparer au Royaume-Uni, qui a une histoire et des régulations très différentes, ou à des pays beaucoup plus petits en taille. Donc, ils sont à quelques encablures de nous et leurs performances sont meilleures que les nôtres, indiscutablement. Et les cultures peuvent être comparables face à l'entreprise, au travail? Le problème des cultures, c'est pour ça que j'y suis un peu réticent, c'est que très difficile de faire une analyse comparative des cultures. C'est pas très objectif. Alors que quand il y a des faits statistiques qui sautent au visage, c'est très frappant. Oui, ils sont sans doute très culturellement différents de nous, c'est évident, mais est-ce que ça suffit à expliquer leur écart de performance? Ils n'étaient pas tellement il y a 40 ans, ils n'étaient pas moins différents de nous il y a 40 ans. Il y a 40 ans, on avait le même niveau de richesse par habitant qu'eux. Alors pourquoi tout à coup notre culture nous aurait fait dévisser? Moi, je ne crois pas que c'est notre culture, c'est nos structures, c'est nos politiques publiques, c'est nos politiques fiscales. C'est ça qui nous a fait dévisser. Alors Denis, pour la solution, pour inciter les Français à travailler davantage, eh bien, il faut d'abord mieux rémunérer le travail. C'est ça l'idée. Je reprends une phrase de Florent Ménégo qui, devant les sénateurs, a fait une intervention dont on a beaucoup parlé, qui dit finalement le problème, c'est qu'on a un brut trop élevé pour l'entreprise et un net trop bas pour les salariés. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Je vais partir d'un préalable qui va peut-être moins vous plaire. C'est que je ne pense pas que notre sujet majeur soit notre niveau de dépenses, en dehors de la question des retraites. Quand je regarde encore objectivement, en valeur absolue, en euros par habitant, nos dépenses publiques sont les mêmes que celles de l'Allemagne. On ne dépense pas plus que les Allemands. Alors après, on ne dépense pas exactement comme eux, mais on ne dépense pas plus que les Allemands. Donc notre problème, c'est en effet notre mode de financement de notre modèle social. Et par ailleurs, on peut discuter de notre modèle social, mais moi, je ne pense pas que ce soit notre problème majeur. Je pense même que c'est plutôt un adjuvant de nos performances. Mais bon, ça c'est mon point de vue, on peut en discuter si vous voulez. Je ne dis pas qu'il n'y a pas ici ou là des choses à réformer, je ne dis pas que notre niveau de réglementation n'est pas excessif, c'est pas ça que je dis. Mais globalement, je ne pense pas que ce soit le sujet majeur. Le sujet majeur, c'est que les modes de financement que nous avons choisis ne sont pas les bons. Et en quoi ce ne sont pas les bons? C'est que nous avons assis l'essentiel du financement, ou une trop grande partie du financement de nos dépenses, sur les facteurs de production de richesse. Le travail et le capital. Quand je regarde, là, j'aurais pu amener les chiffres avec moi, mais les études, les taux de taxation implicites du capital et du travail publiés par la Commission, on est les champions d'Europe, je crois, quasiment, de la taxation du travail, et on est les champions d'Europe de la taxation du capital. Donc, on a assis nos prélèvements plus que tous nos voisins sur les deux facteurs principaux de production. Je parle du capital productif. Hein. Je ne parle pas du capital improductif. D'ailleurs, ça va me conduire à des esquisses de solutions tout à l'heure. Donc ça, c'est probablement l'erreur majeure que nous avons faite.
Ça n'est pas la construction d'un modèle social, même s'il y a des choses à discuter, c'est que nous le finançons en affectant les facteurs de création de richesse. Au fond, si je résume, on a deux façons de financer notre modèle social. La première que nous aurions dû choisir, et qu'ont choisi les Allemands d'une certaine manière, qui est d'essayer d'épargner autant que faire se peut les facteurs de production et de chercher d'autres ressources. Et la seconde, qui est d'augmenter sans cesse la taxation des facteurs de production, ce qui a un effet de cercle vicieux. Plus vous taxez les facteurs de production et plus vous désincitez à travailler d'un côté et à investir de l'autre, plus vous désincitez à travailler et à investir de l'autre, moins vous créez de richesse. Moins vous créez de richesse comme vous ne réduisez pas vos dépenses sociales, plus vous taxez. Et vous appelez ça le cercle vicieux du déclassement. Exactement. Et c'est ça qu'il faut changer. Bon, j'ai l'impression qu'on n'en prend pas le chemin puisque je vois qu'on va à nouveau augmenter les taxes sur le capital productif. Mais bon, c'est un autre sujet. Et donc, sur le travail, c'est ça qu'il faut faire. En effet, quand vous regardez les revenus du travail, si vous faites une comparaison là encore avec les Allemands, vous voyez que la différence entre... L'INSEE a récemment fait une analyse extrêmement intéressante sur le taux marginal de prélèvement effectif. Pardon de ce jargon. Ils ont regardé qu'est-ce qui se passe quand on verse 100 € de plus pour un salarié, qu'est-ce qui se passe à la fin. Et ça a plusieurs effets. Bon, d'abord, il y a les charges sociales, il y a les impôts sur le revenu divers, et puis il y a aussi les baisses des prestations. Et donc, on voit que pour 60% des salariés, ce taux marginal de prélèvement de redistribution, de prélèvement, pardon, est autour de 55%. Ça veut dire que lorsque votre employeur met 100 € pour vous augmenter, vous allez avoir quelque chose comme 42-43 € dans votre poche. Sans être un partisan résolu de la courbe de l'affaire, c'est évident que c'est dissuasif du travail. C'est évident que si la majorité de ce que vous gagnez ne va pas dans votre poche, c'est une désincitation à travailler. Et c'est ça qu'il faut changer. Sur ce taux marginal, j'ai un autre chiffre qui est très intéressant. C'est pour un salaire moyen, sur 100 € gagnés, le travailleur gardait 69 € dans sa poche en 1968. Il en gardait 60 en 1987. Et c'est donc aujourd'hui, selon les calculs, autour de 54 € pour 100 € d'augmentation. Ça, c'est le taux moyen. Ouais, exactement. Mais le taux marginal, c'est-à-dire celui qui, en théorie, vous incite à travailler plus, celui-là, il est bien plus élevé. Donc, quand vous dites aux gens, prenons cet exemple, et pour moi, c'est limpide, peut-être parce que je suis trop obsédé par les chiffres, mais ça me paraît limpide. Quand vous dites aux gens, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, vous allez travailler 2 ans de plus. Et j'en ai une deuxième, c'est que la majorité de votre rémunération n'entrera pas dans votre poche. Leur envie d'y aller est faible. Si on leur avait dit, mais remettons-nous un instant, faisons cette expérience psychologique une seconde. Si on avait dit aux salariés au moment de la réforme, écoutez, on va travailler 2 ans de plus, mais vous allez gagner 15% de plus, 10% de plus, un 13e mois, un peu plus qu'un 13e mois en moyenne. Je pense que leur rapport avec la réforme des retraites aurait été assez différent. Et un 13e mois, enfin 10% de plus pour la moyenne des salariés, c'est à peu près 90 milliards d'euros. Il faut déplacer 90 milliards d'euros de l'imposition des revenus du travail vers d'autres ressources. C'est là que les difficultés commencent. Mais en tout cas, si on avait dit ça, je pense que la réaction des Français à cette réforme aurait été toute différente. Voilà, c'est mon point. Alors vous dites qu'il faudrait instaurer un bouclier salarial qui est un peu inspiré du bouclier fiscal. C'est quoi le bouclier salarial ? C'est qu'il faut absolument que le taux marginal effectif de redistribution soit inférieur à 50%. Il faut que quand on augmente de 100 € un salarié, il y ait au moins 50 € qui arrivent dans sa poche. Bon, c'est une formule, hein, c'est une façon d'imager le sujet. Mais je crois je dis ça de mémoire, on a à peu près 2 points de PIB, les prélèvements du travail, c'est 2 points de PIB de plus en France qu'en Allemagne. Je ne sais plus si c'est en Allemagne ou si c'est en moyenne euro. 2 points, le PIB c'est 3 000 milliards, donc 2 points de plus c'est 60 milliards.
Donc déjà, si on se mettait à la norme européenne, allemande, on déplacerait 60 milliards, ce serait déjà pas mal. Je pense qu'on doit faire plus. Hein. Alors, vous nous avez dit, il y a 90 milliards à trouver, c'est-à-dire 90 milliards à déplacer, à enlever sur le travail et à trouver ailleurs. Ce n'est pas une petite somme. Alors, vous proposez quoi? On les trouve où? C'est là que je vais sortir avec du goudron et des plumes. De manière générale, je pense qu'il faut déplacer. De manière générale, il faudrait qu'on se fixe une règle qui est déplacer les prélèvements des assiettes productives vers les assiettes improductives. Ça devrait être une règle d'or. Hein. Cesser ou réduire les prélèvements sur les assiettes productives et les placer sur les assiettes improductives. Vous avez du mal à y aller. Non, pas du tout. Alors là, aucun mal, pas du tout. Je suis très tranquille. Donc, par exemple, le foncier bâti et non bâti, c'est 18 000 milliards d'euros de valeur. À peu près la moitié, 9 000 milliards sur le foncier pur et 9 000 milliards sur le bâti. Donc voilà, alors après, il faut faire ça intelligemment. Par exemple, il y a des petits retraités qui ont des biens immobiliers qui seraient bêtes après, il faut le faire avec intelligence. Mais un point sur le foncier ou un point sur le bâti, c'est 1%, c'est 90 milliards d'euros. Il y a deux économistes, Wasmer et non, c'est pas Bossuet. Wasmer et je ne sais plus qui ont fait toute une analyse à laquelle je vous renvoie. Ils ont écrit un livre très intéressant dans lequel ils modélisent ça, ils montrent comment on pourrait faire. Et ils montrent qu'on pourrait, avec en gros 2 points de prélèvement, 2% de prélèvement sur le foncier, la partie non bâtie, on pourrait, et avec des seuils, on pourrait fusionner l'ensemble couvrir l'ensemble des charges, des prélèvements qui pèsent aujourd'hui sur le foncier, les augmenter, ça c'est à peu près 1 point, les augmenter d'1 point pour transférer depuis les revenus du travail sur le foncier. C'est un exemple. Il y a un autre exemple. Super sensible. Alors Fouchier, pardon. Autre exemple super sensible, les successions. Les successions. Quand vous regardez l'imposition les taux d'imposition des successions, vous voyez l'écart phénoménal qui existe entre l'imposition des salaires et l'imposition moyenne. L'imposition moyenne des salaires, c'est de l'ordre de autour de 45%, et l'imposition moyenne des successions, ça doit être quelque chose comme 8, ouais, en gros. Donc oui, il y a de la marge. Troisième exemple. Attendez, là il faut s'arrêter sur ça, parce que là, je vous ai dit que il y avait des sujets sensibles. Alors ça, c'est ultra sensible et c'est majoritairement ultra sensible. C'est-à-dire que même ceux qui n'ont pas de grosses successions sont plutôt contre l'augmentation des droits de succession, y compris pour les plus riches. Hein. Ouais. Comme je ne me suis pas penché sur la question, je ne peux pas vous expliquer pourquoi on est comme ça et pas les Allemands. Mais ouais, c'est vrai que quand on voit l'inégalité des patrimoines ou l'hyperconcentration des patrimoines, l'inégalité de la transmission des patrimoines la très grande réticence de l'opinion, y compris quand elle est la victime de cette inégalité, à l'imposition des successions, il y a quelque chose qu'il faut travailler. Mais une fois qu'on a dit ça, j'ai pas la solution. Et puis, j'ai pas dit qu'il fallait tout mettre sur les successions. Moi, je livre des possibilités d'assiettes qui me paraissent plus raisonnables que les assiettes actuelles. Autre élément qui, alors lui aussi, fait sauter au plafond, puisque les retraités sont le premier parti de France. Quand vous regardez le taux moyen d'imposition des salariés, je le répète, 46%, et le taux moyen d'imposition des retraités, 14%, quand Madame la ministre du Travail propose qu'on réfléchisse au fait de taxer davantage les retraités, et qu'on voit que les retraités en France ont un niveau de vie qui est à peu près celui des actifs, ça dépend ce qu'on compte dedans, mais égal ou supérieur, et que c'est un cas unique en Europe, on se dit que là aussi, en évitant les petites retraites, mais que là aussi, il y a une matière à transférer. Parce que, évidemment, ce qui est difficile à comprendre, c'est que si on arrive à faire ça, à alléger les prélèvements sur les facteurs de production
donc à augmenter le niveau de richesse collective, on va améliorer le bien-être de l'ensemble de la population. Donc c'est une spirale vertueuse. Mais c'est vrai que le passage à l'acte, et c'est d'ailleurs probablement pour ça qu'on a toujours tapé les mêmes ressources. C'est parce que c'est manifestement plus facile, personne ne proteste quand on augmente les prélèvements sur le travail que de le faire sur d'autres ressources, parce qu'on ne fait pas le raisonnement de l'impact, de l'incidence économique réelle de cette stratégie. Antoine Fouché donc a écrit un livre proche de votre thème, Sortir du travail qui ne paie plus. Lui dit qu'il faut augmenter la flat tax de 30 à 36%, je crois, et vous dites non, surtout pas. Hein. Non, j'y suis contre, pas pour des raisons morales. Par exemple, moi, je suis tout à fait pour qu'on taxe les ressources improductives, le capital improductif. Je sais pas, moi, quand on a parlé de taxer les yachts, les avions privés, les montres, ça me choque pas, c'est pas un problème moral. Mais je pense inefficace, alors qu'on a déjà le niveau le plus élevé de taxation du capital productif en Europe. Je trouve inefficace de continuer. Parce que, de manière générale, il faut qu'on évite de taxer excessivement des facteurs mobiles. Or, qu'est-ce qui est plus mobile que le capital ? Donc, quand on voit qu'on perd 1000 emplois à peu près par an depuis une trentaine d'années, je crois que c'est ça le chiffre de délocalisation, il faut essayer d'éviter de taxer des facteurs mobiles et qui sont utiles à la production de richesse. On peut avoir un niveau de taxation supérieur aux autres pays, on l'a vu, parce qu'on a d'autres avantages en France qui font que malgré tout, mais il ne faut pas le faire excessivement. Or là, on a sans doute, puisqu'on est déjà très au-dessus, c'est bête, j'ai pas mon schéma avec moi, mais quand on voit le diagramme, c'est très impressionnant, ça a des effets contre-productifs. Donc oui, je suis contre taxer, augmenter la flat tax. Vous ne parlez pas de la TVA sociale ou de l'idée d'augmenter la TVA ? Oui, théoriquement, c'est pas plus bête. Une fois encore, il vaut mieux taxer la consommation que la production et l'improductif que le productif. Simplement, comme on le sait, la TVA a des effets de redistribution parce que ce sont les ménages les plus pauvres ont une propension à consommer supérieure aux ménages les plus riches. Donc c'est moins juste que d'autres prélèvements. Mais je ne suis pas hostile. Ça a un énorme avantage. C'est que ça pénalise que c'est une aide au développement des ressources nationales, du produit français. Donc c'est pas idiot parce que ça favorise la production nationale versus l'importation. Alors sur le premier point que vous soulevez, c'est vrai qu'Antoine Fouché lui propose de revoir les taux sur les biens de première consommation de manière à élargir le panier à taux réduit pour justement faire attention aux classes les plus consommatrices. Je trouve pas ça bête. Enfin, il se trouve qu'il a écrit son bouquin, que son bouquin a été publié au moment où le mien était déjà à l'imprimerie. Sinon, j'en aurais repompé des parties. Mais oui, je trouve pas ça bête. Je m'étais fait moi-même il y a très très longtemps, au moment de, je crois que c'était à l'époque de François Hollande, j'avais écrit un papier sur la TVA sociale en disant que c'était une façon intelligente de financer la protection sociale. Donc je suis pas contre. Et surtout si on fait attention à ces effets anti-redistributifs. Mais oui, c'est pas bête. De manière générale, je rêverais, je l'ai dit, je rêverais, je me souviens que Tony Blair avait dit j'ai 3 priorités, 1 l'éducation, 2 l'éducation et 3 l'éducation. Je rêverais qu'un Premier ministre, on a entendu notre 15e déclaration de politique générale depuis 30 ans, viennent à la tribune et disent moi j'ai 3 priorités, 1 le travail, 2 le travail, 3 le travail. 1, mieux rémunérer le travail, donc réduire les prélèvements sur les revenus du travail. 2, favoriser le développement de la population active et donc favoriser l'alternance, l'âge de la retraite, le développement des temps partiels sous certaines réserves pour éviter la précarisation. Et 3, développer la productivité du travail, donc investir dans l'éducation, la recherche et le développement des universités. Donc ça, je veux dire, c'est une fois qu'on aurait cette ligne-là, après les modalités techniques de transfert, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait un peu de TVA sociale, un peu de foncier, un peu de retraite et un peu, pourquoi pas ? Alors vous avez peut-être persuadé un ancien Premier ministre,
puisque Gabriel Attal reprend pas mal de ses thèses. J'ai vu. Non sans satisfaction, non pas que ce soit lui, mais moi franchement, j'ai pas écrit ça, je le redis, par coquetterie d'auteur. Et je ne me suis pas dit, tiens, Chateaubriand a écrit les Mémoires d'outre-tombe, et si t'écrivais, la France doit travailler plus. J'ai vraiment fait ça parce que j'y crois. Et donc, mon espoir, c'est qu'un homme politique, et plusieurs même, reprennent ça, et que ce débat devienne central. Je dis ça parce que c'est à la lumière de cette expérience. En 1993, je sortais du cabinet de Pierre Bérégovoy, et j'avais écrit une petite note pour la Fondation Saint-Simon que j'avais intitulée « La préférence française pour le chômage ». J'expliquais à l'époque, qui m'a valu un instant de célébrité warholienne. Sauf dans mon propre camp, Et une postérité incroyable, parce qu'on en parle encore. Absolument. Et quel était mon constat, qui n'était pas du tout moi, parce qu'une fois encore, moi, je ne fais que lire des papiers. J'avais lu toute une série de papiers qui montraient de manière vraiment indiscutable que le coût des emplois non qualifiés, combiné donc les charges sur les faibles salaires, combiné avec le poids de cette main-d'œuvre non qualifiée ou non diplômée dans la population française, expliquait la partie du chômage qui n'était pas structurelle. Et donc je disais très simplement qu'il fallait qu'on réduise les charges sur les emplois autour du SMIC pour régler une partie de la question de l'emploi. Tenez-vous bien, ça a mis, je crois, 10 ans, 10-12 ans avant que ça ne percole, qu'on le fasse et que ça marche. Alors après, on a parfois détourné mais on s'est aperçu, maintenant, c'est empiriquement prouvé. C'est pas simplement des modèles, ça a été empiriquement prouvé, ça a fonctionné. La baisse des charges, la baisse du coût du travail sur les emplois faiblement qualifiés, après, elle a posé des problèmes de trappe à SMIC, etc. Mais elle a eu un effet immédiat sur le chômage. Donc, rendez-vous dans 10 ans. Justement. C'est long. Justement, je me dis que ça serait bête d'attendre 10 ans. Donc quand je vois un homme politique reprendre au bon cette base, je me dis tant mieux. Alors, Patrick Martin est arrivé. Il y a quand même une question. On en a parlé un peu entre nous, Denis. On baisse les charges de massivement 90 milliards. Comment s'assurer que ces 90 milliards reviennent effectivement sur le compte des salariés? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut une négociation entre partenaires sociaux, il faut une loi, comment ça marche? Comment on fait en sorte que l'intégralité de ces 90 milliards soit effectivement du pouvoir d'achat? Je ne sais pas si vous avez une idée, Denis, puis peut-être que... Moi, je pense qu'il faut je pense que c'est une question clé, parce que si on baisse 90 milliards de prélèvements sur les revenus du travail et que ça ne tombe pas dans la poche des salariés, c'est un gros problème. Donc, si on fait ça, il faut le faire de manière qu'on soit certain que c'est ça ça va se traduire par une augmentation du salaire net. Donc là, c'est à vous que je m'adresse. Si on était en Allemagne, je sais comment on ferait. Il y aurait des négociations entre les partenaires sociaux et on définirait ce principe et on l'appliquerait. En France, je crains qu'il ne faille une loi, parce que c'est comme ça qu'on fait, mais il y a peut-être d'autres moyens. Déjà, il faudrait, me semble-t-il, la pierre de touche de cet édifice, c'est qu'il y a un consensus national autour de cette idée. C'est le point 1. C'est que le diagnostic sur la rémunération du travail et son impact sur notre richesse nationale soit partagé. Ensuite, qu'il soit pris en charge par des forces politiques et qu'après, les forces sociales, avec le gouvernement, déterminent les conditions, les voies et moyens qui permettent d'arriver au résultat. On va peut-être laisser répondre Patrick Martin, mais sur le consensus, Gabriel Attal propose un référendum. Je ne sais pas si c'est le bon instrument. Bonsoir à toutes et à tous. Cher Denis Oliven, désolé d'avoir raté l'essentiel, mais moi j'ai bien aimé cette référence, cette allusion à Chateaubriand. Et mon analyse en ce moment de ce débat fondateur autour duquel on réfléchit ensemble, c'est un peu Chateaubriand errant sur les remparts vantés du château de Combourg, sans que ce soit très chaleureux, on va dire. Et puis la crainte, c'est que ça finisse comme Chateaubriand sur l'île du Grand-B, au large de Saint-Malo, c'est-à-dire que ce truc ne prospère pas. Non, plus sérieusement, je crois que c'est ça l'enjeu principal. Moi, il me semble quand même que
toutes ces idées commencent à cranter, commencent à prospérer dans le débat, à part que il y a un grand absent dans le débat, c'est le politique. Alors je ne juge pas, je crois comprendre pourquoi les politiques sont assez réservés, prudents en tout cas, hein, sur toutes ces approches. C'est très malencontreux parce que, bien évidemment, à la fin des fins, c'est la légitimité républicaine qui l'emporte. Et là où je suis pas en désaccord, mais plus nuancé, c'est que je pense que, je vais pas dire qu'il y a une maturité, mais il y a quand même une lucidité et peut-être une responsabilité à ce jour plus forte ou meilleure chez les partenaires sociaux que chez les politiques. Et donc, moi, je pense que s'il existe une voie de passage à ce jour, avec la temporalité électorale qu'on connaît, qui nous expose à une glaciation extrêmement dangereuse, hein, d'ailleurs, d'ici 2027, c'est de tenter ce coup d'avancer avec les partenaires sociaux, en espérant qu'il n'y ait pas trop d'interférences de la part du politique. Rien d'agressif ou de péjoratif à l'égard du politique, mais ils sont dans d'autres logiques actuellement. Voilà, donc en tout cas, nous, au MEDEF, c'est ce à quoi on réfléchit actuellement, en ne désespérant pas qu'un certain nombre, en tout cas, d'organisations syndicales se prêtent pour commencer à la réflexion et aux travaux, et puis avec l'espoir qu'à un moment donné, si on réussit à s'accorder, j'allais dire même de manière minimaliste, hein, sur une révision, une réorientation du financement et idéalement du niveau de la protection sociale, dans l'espèce de confusion politique ambiante, eh bien, ça fasse impression et que certains aient le courage de s'approprier chez les politiques les conclusions auxquelles, dans mon optimisme fou, je ne désespère pas qu'on aboutisse avec les partenaires sociaux. Et mon dernier point, c'est que qui est une réserve, c'est que si c'est 90 milliards, très bien. Si c'est un peu moins, on s'en accommodera. Mais je pense qu'il faut quand même en resservir une partie à la compétitivité. Parce que sinon, on réglera certains problèmes, mais on ne réglera pas d'autres qui, de notre point de vue, sont tout aussi fondateurs. On a quand même un énorme enjeu de compétitivité. Voilà, j'ai balancé deux, trois grenades quadrillées. Il peut y avoir un consensus au sein des partenaires sociaux sur le diagnostic de Denis Oliven, sur l'idée qu'il faut produire plus, travailler plus, et la manière de le faire, c'est de mieux rémunérer. Sur ce diagnostic, vous pensez qu'il peut y avoir entente ? Alors, je ne vais pas m'exprimer. Pardon, je ne sais pas à qui je dois tourner le dos. Je n'ai pas à m'exprimer pour le compte des partenaires sociaux. Mais enfin, il y a des indices. Il y a des indices. En tout cas, sur le diagnostic. Moi, je rappelle cette déclaration commune qu'on a faite le 17 décembre dernier, qui a presque failli être signée par la CGT, mais qui l'a été en tout cas par les 4 autres organisations syndicales représentatives dans le privé, et les 3 organisations patronales, alertant l'opinion, alertant les pouvoirs publics, alertant les politiques sur la gravité, la fragilité, la dangerosité d'une certaine manière de la situation économique, et appelant donc les politiques à faire preuve eux-mêmes de lucidité, de responsabilité. Ça, c'est un premier indice. Il y a la manière, celle-là plus objective, je dirais, plus tangible, la manière assez heureuse avec laquelle on gère les retraites complémentaires, et en prenant des décisions de sous-indexation. C'est quand même assez fascinant de voir que d'un côté, les partenaires sociaux réussissent à prendre ce type de décision sans que ça suscite de tollé, et que d'un autre côté, les politiques, en tout cas la majorité d'entre eux à ce jour, ce soit y compris dans des formations qui sont supposées défendre l'économie de marché, la compétitivité, l'attractivité de la France, eh bien, se soit essentiellement opposés, ne serait-ce qu'au report de l'indexation des retraites. Ce qui me fait dire, mais peut-être reste de l'angélisme, hein, qu'il y a une forme de responsabilité de la part des partenaires sociaux, donc par définition des organisations syndicales, qui à ce jour est un peu meilleure, je dirais, que du côté politique. Après, dans les discussions qu'on peut avoir, ben c'est comme en toute chose, hein, il y a le on, il y a le off, il y a des postures, mais je perçois, là, je suis d'une infinie prudence, hein, je perçois que il y a quand même la pleine conscience que notre modèle social est totalement à bout de souffle. Totalement à bout de souffle. Bon, d'abord, les résultats financiers sont là, hein, mais quand on partage d'une certaine manière le même diagnostic, hein, c'est-à-dire un risque majeur de nouvelles vagues de désindustrialisation avec telle ou telle organisation syndicale, vous voyez très bien à qui je veux penser. Après, sur les solutions à ce jour, en tout cas
dans les prises de position publiques, on n'est pas tout à fait aligné. Mais voilà, moi je pense que les esprits cheminent et que de toute façon, nous, on n'a pas d'autre choix que d'essayer d'accélérer, au-delà de la prise de conscience, des décisions avec un objectif qui est social et qui, me semble-t-il, devrait être accepté par l'opinion publique. C'est-à-dire que si on dit les choses, à un moment donné, le bon sens, je ne désespère pas en tout cas que le bon sens l'emporte chez nos concitoyens. Merci. Alors, on va prendre pour Denis Oliven des questions dans la salle. Monsieur au deuxième rang, là. Hop. Merci de vous présenter. Merci. Laurent Legendre, donc je suis vice-président industrie des Yvelines, de la Chambre de commerce des Yvelines. Alors, c'est très intéressant votre analyse, mais je ne vois pas comment on va augmenter les salaires. Augmenter les salaires, ce serait baisser, comme vous le dites, les prélèvements, et baisser les prélèvements avec le niveau de ce que l'État a besoin de financer derrière et qui est quasiment incompressible, en tout cas à court terme. C'est assez illusoire. Je pense qu'il y a peut-être une autre voie. Vous avez parlé du capital en disant le capital, il est bien en France. Non, le capital, il est trop bas. Nos entreprises ne sont pas assez capitalisées. Si on se compare par rapport aux Américains, on est des nains. Il faut absolument remonter le capital des entreprises. Pourquoi ça marche aux États-Unis? C'est parce qu'il y a les fonds de pension qui ont permis de développer, par exemple, les GAFA. En moins d'un quart de siècle, on a fait émerger des géants dans le numérique. On n'y arrive pas en France. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les moyens de financer le développement de nos propres géants dans les nouvelles filières industrielles qu'on veut relancer. Et donc pour ça, il va falloir mettre à contribution l'épargne des Français. Les Français ont une épargne qui est de l'ordre de 6 000 milliards. Alors on peut rêver si un tiers de cette épargne allait vers le financement de nos entreprises, on augmenterait la capitalisation des entreprises de l'équivalent de la capitalisation du CAC 40. C'est énorme. Et vous imaginez ce que les entreprises françaises pourraient faire avec une telle augmentation de capital. Alors on n'y arrivera pas en claquant des doigts à ces niveaux-là, mais il faut absolument relancer ça. Le MEDEF propose de relancer la capitalisation en France, la retraite par capitalisation, alors pas remplacer la répartition, mais si on arrive à équilibrer une capitalisation équivalente à la répartition en France, on peut gagner ce pari et dans un avenir relativement proche. Deux observations. La première, c'est que tout mon raisonnement, c'est précisément je raisonne à ISO niveau de dépenses sociales. Hein. Donc c'est bien la question que je posais, c'est bien on dépense X milliards d'euros, on les finance à hauteur de Y par les revenus du travail. Prenons une partie de ce Y, déplaçons-le ailleurs, donc on ne touche pas aux dépenses. Donc il ne s'agit pas de réduire le niveau des revenus, il s'agit de déplacer la source de ces revenus. Ça me conduit d'ailleurs à une observation pour ce que vous dites. Je ne suis pas du tout hostile au développement de la capitalisation en complément de la retraite, pas du tout. Mais en effet, on a une situation atypique en France qui est l'énorme niveau d'épargne et le très faible niveau d'épargne investi dans les entreprises. Donc peut-être que si, je reviens à mon point précédent, on rend plus attractif, qu'on réduit aussi le prélèvement sur les investissements productifs ou le capital productif et qu'on l'augmente sur le capital improductif, on va déplacer une partie de cette épargne qui est aujourd'hui investie dans des ressources improductives au lieu d'être dans le productif. Donc pour moi, ça boucle. On fait d'une pierre deux coups, si j'ose dire. Une autre question? Monsieur. Bonsoir, Gaëtan Boué, délégué général du MEDEF de l'Indre, donc région centre. Petite question, c'est est-ce que vous avez fait dans votre étude un distinguo, un comparatif entre les travailleurs urbains et les travailleurs ruraux sur leur rapport justement au travail et sur leur implication, sur le fait de je travaille plus ou je travaille moins, suivant la zone géographique, et donc milieu rural ou urbain? Non. Je vous concède que non. En revanche, je pensais à quelque chose que je n'ai pas fait non plus et que j'aurais dû faire, mais l'observation du président du MEDEF va m'inviter dès demain matin à aller regarder.
c'est parce que vous avez dit qu'il faudrait qu'on en restitue une partie en compétitivité. Quelle est la part est-ce qu'on a un problème de compétitivité prix? Je ne réponds pas du tout à votre question, hein, je suis confus, je reviens en arrière. Est-ce qu'on a vraiment un problème de compétitivité prix? Et d'autre part, il faut qu'on regarde les emplois dans le secteur exposé et les emplois dans le secteur protégé. Alors, leur problématique n'est pas la même. Parce que si on fait tous ces efforts pour que les salariés ne voient pas la couleur de l'argent qu'on va gagner sur le revenu du travail, je ne pense pas qu'on aura beaucoup gagné. Je me dis que la compétitivité chez nous est plutôt un problème de productivité du travail que de prélèvement sur le travail. Mais peut-être que je me trompe, je dois dire que je n'ai pas regardé. Je regarderai et je vous enverrai une petite note, Monsieur le Président. Non, on a un problème de compétitivité salariale. Par rapport à nos concurrents comparables, si on peut dire. Je ne parle pas du Vietnam, jusqu'au jour où les salaires vietnamiens ont rejoint les salaires européens, c'est pas absolument demain matin. On a un problème de compétitivité salariale à partir de 2 SMIC, par rapport à l'Allemagne notamment. C'est moins vrai en dessous. Et les dernières décisions, sous réserve qu'elles soient confirmées, prises dans le cadre du PLFSS sur la réduction des allègements de charges vont pénaliser les salaires à partir de ce niveau, alors qu'en moyenne, je me garde d'en faire une généralité, ce sont effectivement ce sont les secteurs et les niveaux de qualification les plus exposés à la concurrence internationale. Donc on a aussi un problème de compétitivité lié aux impôts de production, lié aux charges salariales à partir d'un certain niveau. Donc voilà, l'idée serait quand même que, et je pense que ça peut se vendre, qu'il y ait une répartition dans des proportions à définir entre des gains de compétitivité et l'amélioration des salaires nets. Mais à un moment donné, si on raisonne à niveau de protection sociale inchangé, il y a forcément quelqu'un qui récupère la patate chaude. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut aussi raisonner sur le niveau de la protection sociale. Mais qui trop embrasse mal les trains. Une autre question, monsieur à gauche. Bonjour, merci pour cet exposé. Marc Frey, associé de Maestrium, agence de managers de transition. Vous avez balayé assez rapidement la question de la dépense publique au départ, au prétexte qu'on n'était pas plus mauvais que les Allemands. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément un argument. Et aujourd'hui, la question, c'est quand même, on a une des bureaucraties les plus lourdes que l'on puisse trouver en France, avec des normes, avec des restrictions, des contraintes sur les entreprises qui sont quand même très très élevées. 1200 commissions et agences d'État, donc on peut se poser sérieusement la question de à quoi elles servent, et s'il n'y a quand même pas quelque chose à faire de ce côté-là. Ce serait l'ancien magistrat de la Cour des comptes que je suis serait bien mal inspiré de vous dire que non, pas du tout, tout va bien. Évidemment, il y a des réformes à faire de notre système public. Ce serait absurde de dire que ça n'est pas le cas. Il y a eu récemment une étude d'un professeur d'économie de Columbia et d'un autre de New York University qui ont chiffré le coût en termes de points de PIB de la mauvaise allocation des facteurs ou des pertes d'opportunités que constituait le niveau de surréglementation. Et pour la France, ils l'ont chiffré à 4%, 4 points de PIB, alors que l'Allemagne, c'est de mémoire 0,14 points. Donc, qu'on ait un sujet de surréglementation probable, qu'on ait un sujet d'inefficacité d'une partie de notre dépense publique très probable. Mais mon point, c'est que d'abord, on ne peut pas tout faire en même temps et que d'autre part, le facteur, pour moi, de la productivité d'un côté et du taux d'activité de l'autre est plus important. Et donc, attaquons-nous à un sujet qu'on peut traiter et dont je pense qu'il peut être consensuel et populaire pour faire avancer le pays plutôt que de nous attaquer à tous les sujets en même temps et surtout ceux qui sont plus difficiles. Et quand on regarde de près, en plus, c'est compliqué. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y avait des comparaisons qui avaient été faites avec l'Allemagne sur les dépenses éducatives et qui montraient, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais qui montraient qu'on avait un écart
de dépenses administratives du système scolaire plus élevé, très important par rapport aux Allemands. Notre système scolaire est moins productif en administration. Il est plus administré. Il nous coûte plus cher en administration. Pas tellement en nombre de profs, pas du tout en salaire des profs. Ils sont moins bien payés qu'en Allemagne, mais plus. Sauf qu'on a une particularité par rapport à l'Allemagne, c'est que je crois nos établissements scolaires, parce qu'on a 34 000 communes et eux, je crois, 15 000, enfin j'ai oublié, mais un tiers des nôtres, leurs lycées sont 3 fois plus grands. Donc ils ont une économie d'échelle immédiate. Ben voilà, ça c'est une réalité qui, je veux dire, on peut mettre les pieds au mur, faire des gains de productivité énormes chez les, je sais pas quoi, les assistants administratifs du système scolaire. On va pas changer ça. Donc ce que je veux dire, c'est que je dis pas qu'il n'y a pas. Tout à l'heure, je disais la règle d'or en matière d'impôts, c'est plus de dépenses, plus d'impôts sur les ressources improductives ou sur la consommation que sur les facteurs de production. De même, il devrait y avoir une règle d'or dans les dépenses publiques, dans la révision des dépenses publiques, c'est quelles sont celles qui favorisent l'activité et l'emploi et quelles sont celles qui défavorisent l'activité et l'emploi. Alors après, il y a d'autres problèmes. Hein. Il y a l'environnement, la santé, enfin bon. Mais en effet, si on révisait les politiques publiques à l'aune de... Moi, je suis toujours obsédé par créer de la richesse. Donc, qu'est-ce qui favorise l'emploi et l'activité? Qu'est-ce qui défavorise indûment l'emploi et l'activité? Pour moi, ce serait une bonne grille de lecture. Monsieur. Bonsoir, Erwan Keromest, je suis président d'une société de logistique pétrolière. Moi j'ai une question concernant le travailler plus. Vous n'avez pas abordé le thème des 35 heures, 40 heures. Il y a des économistes qui, eux, disent qu'il faut baisser à 4 jours pour faire moins de chômage. Et c'était ce que Martine Aubry voulait faire, je crois d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut juste préciser 32 heures payées combien. Ça c'est déjà Exactement. un premier point. C'est important. Et puis, vous pouvez peut-être aussi, Denis, réagir sur, ça a été écarté, mais l'idée de travailler 7 heures de plus sans être rémunéré, c'était une mauvaise idée. Si on lit votre livre, on comprend que c'était une mauvaise idée qui a été écartée. Shadok. Une idée Shadok. Mais je vais revenir à ça. Je pense qu'on a justement, je pense qu'on s'est interdit d'avancer sur la question de l'augmentation de nos taux d'activité en se focalisant sur la durée individuelle du travail. Non pas que notre durée individuelle du travail soit plus élevée que celle des autres pays européens. Elle est plutôt moins élevée. C'est pas vrai pour les indépendants qui travaillent plus que partout ailleurs en Europe, mais c'est vrai pour les salariés à temps complet. Et ça n'apparaît pas dans les statistiques parce que on a notamment par rapport aux Allemands, un niveau de temps partiel inférieur à eux. Donc la durée moyenne du travail est réduite par le poids des temps partiels. Donc oui, clairement, on a réduit le temps de travail individuel plus que tous les pays ont réduit le temps de travail individuel. Ça, c'est vraiment le gain magnifique de notre société de la productivité des victoires technologiques que nous avons remportées depuis 150 ans. Donc on a distribué, tous les pays ont distribué une partie de ces gains de productivité en temps de travail gagné, enfin en temps de loisirs gagné par les salariés, mais c'est vrai qu'on l'a fait un peu plus que les autres. Mais ça n'est pas suffisant, c'est moins critique que notre taux d'activité. Donc si on se focalise sur la durée individuelle du travail, je ne parle pas pour une entreprise. Hein. Pour une entreprise, dans une entreprise, nous, on aimerait augmenter la durée de travail de nos salariés, c'est clair. Mais collectivement, ce n'est pas le sujet majeur. Et donc, plutôt que de nous concentrer sur ce sujet-là, il me paraît plus important de se concentrer sur l'autre dont les effets seront beaucoup plus significatifs. Alors évidemment, je suis contre le fait d'accélérer encore cette baisse de la durée individuelle, sauf si elle est négociée dans des conditions productives pour l'entreprise. Mais ça ne me paraît pas une bonne voie. On est déjà mieux que les autres. Mais je pense que si on se projette dans le long terme, la durée individuelle du travail va continuer de baisser. Et les gains de productivité de l'avenir vont faire continuer de baisser la durée individuelle du travail, c'est certain. Je ne sais pas à quel rythme, partout, mais elle va baisser. Sur le... Les 7 heures
C'est exactement le travers que je dénonce, c'est-à-dire travailler plus pour gagner moins. C'est le modèle français, travailler plus pour gagner moins. Donc c'est ça qui irrite les salariés et qui les désincite à travailler. On va encore demander aux 4 types qui travaillent pour financer, ou filles qui travaillent pour financer les 6 qui ne travaillent pas, de travailler gratuitement. Ça me paraît exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Autant je trouve pas bête l'idée, enfin discutable l'idée de la ministre du Travail sur transférer une partie de la charge sur les retraités, autant cette idée-là me paraît, d'ailleurs elle a été écartée, je crois. Oui, elle a été écartée, absolument. C'est une bonne chose. Une dernière question ? Monsieur Philippe Mabille de la Tribune. Bonjour, bonsoir. J'ai envie de vous entendre sur l'intelligence artificielle. C'est un peu la prolongation de la question peut-être qui a été posée sur la baisse tendancielle du temps de travail. Certains vont jusqu'à dire que ce sera peut-être un jour la fin du travail. Bon, c'est peut-être pousser le bouchon un peu loin, Maurice, mais en tout cas, est-ce que ça ne va pas changer ? Est-ce que ça ne rend pas un peu obsolète finalement votre raisonnement si l'intelligence artificielle vient remplacer l'humain ? J'ai tendance à penser, mais je peux me tromper, franchement, comme disait, paraît-il, le président Mao, une référence au MEDEF, comme disait le président Mao, les prédictions sont difficiles, surtout quand elles concernent l'avenir. Donc je peux me tromper, évidemment, j'en sais rien, mais si on regarde l'évolution de la technologie du futur, enfin, l'impact de la révolution technologique à la lumière de l'impact des révolutions du passé, vous lisez par exemple Keynes et vous voyez que Keynes redoutait dans les années 30 que la révolution industrielle dont il était le témoin ne détruise l'emploi. Il s'est passé l'inverse. Donc, si on analyse le futur à la lumière de la chronique des événements passés, on se dit que les révolutions technologiques, et celle de l'IA est puissante, transforment assez radicalement la structure des emplois, mais ça ne signifie pas nécessairement qu'elles détruisent les emplois. Elle va très certainement permettre de faire des gains de productivité qui vont globalement nous permettre de réduire la durée du travail, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais il n'est pas sûr. Alors, qu'elle déforme la structure de l'emploi, c'est évident. Il est évident que, on le voit maintenant, il est évident que les garçons de café vont être faiblement affectés par la révolution de l'IA, et très certainement les ingénieurs de haut niveau non plus, ne seront peu affectés. En revanche, les emplois intermédiaires, je sais pas moi, les assistantes de direction, mais cette polarisation du marché du travail, elle est déjà à l'œuvre depuis le début de la révolution du numérique. Donc ça fait maintenant une vingtaine d'années, une trentaine d'années qu'on la voit à l'œuvre, elle va s'accélérer. Mais en même temps, ce qu'on sait, c'est que ça va dégager des ressources qui vont être allouées à de nouveaux investissements, qui vont eux-mêmes créer de nouveaux emplois. En tout cas, c'est l'hypothèse que je fais, parce que c'est comme ça que ça s'est passé jusqu'à présent. On a un cycle, c'est la fameuse expression de, je sais plus qui avait, le cycle de productivité. On voit une transformation des emplois. Après, il faut qu'on soit capable d'accompagner ces emplois par l'éducation, par la formation, et on est, nous, spécialement mauvais. Donc là, on a un vrai problème. Mais non, je pense qu'on peut... Et je vais vous dire même, parce que sans être un technophile naïf, je pense que toute une série de questions qui sont très très angoissantes, comme la question du réchauffement climatique, vont trouver dans l'accélération de la révolution technologique une partie des solutions qu'on ne voit pas aujourd'hui. Donc, alors, une fois encore, je suis très certainement trop optimiste, et comme on sait, ça finit, les optimistes finissent mal. Mais est-ce qu'il y a une toute dernière question ? Monsieur, au fond, la dernière question. Bonsoir, merci pour cet exposé. Jean-Cédric Péano, Réseau 137, c'est un cabinet de management de transition et de recrutement accéléré. J'ai bien noté que la statistique, un 6 Français sur 10 ne travaillent pas. Vous avez parlé notamment des seniors. Qu'est-ce que vous recommandez pour que les entreprises embauchent plus de seniors ? Alors, je dois dire que moi, j'ai fait une analyse macro, donc j'ai pas cherché à regarder quelles sont les conditions d'accompagnement sur le temps partiel,
sur le cumul emploi-retraite, sur toute une série de dispositifs qui permettraient d'augmenter le niveau d'emploi des seniors. Ce qu'on observe aujourd'hui, je devrais commencer par ça. Chaque fois qu'on recule l'âge de la retraite, on augmente l'emploi des seniors. On lui a même donné un nom, l'effet horizon. C'est mécanique, on l'a vu en France. Le taux d'activité des seniors a augmenté sous l'effet du recul de l'âge de la retraite. Donc on modifie les anticipations des entreprises, la durée de carrière des gens qui s'embauchent, et on modifie l'anticipation des salariés. Donc là, déjà, vous reculez l'âge de la retraite, automatiquement vous augmentez le taux d'emploi des seniors. Après, ça doit très certainement s'accompagner, c'est ce qu'ont fait les Allemands par exemple, mais il faudrait qu'on rentre dans le détail, de mesures qui favorisent du côté des entreprises et du côté de la rémunération des salariés, des formes d'emploi pour les seniors qui soient plus adaptées, pas forcément à temps plein, etc., etc. Merci à tous. Donc on va espérer maintenant qu'il ne faudra pas attendre 10 ans pour sortir. Ah, il y a une dernière question. Allez, vraiment l'ultime. Bonsoir à tous, merci infiniment. Warda Bailish, chef d'entreprise d'un cabinet de conseil en data et en IA. Merci infiniment pour vos partages. J'aimerais vous transmettre une réflexion que j'ai. C'est par rapport à l'intelligence artificielle, ça rejoint monsieur. C'est que pensez-vous si, à force d'automatiser la chaîne de la valeur des entreprises grâce à l'intelligence artificielle, ne pensez-vous pas qu'à un moment ou un autre, il faudra repenser complètement le modèle social et potentiellement limiter certaines innovations ? Non, mais c'est une question. Moi, il me semble, mais une fois encore, je m'avance sur un terrain à découvert. Je déteste parler des choses que je connais pas, et donc j'ai pas réfléchi à la question avant, j'ai pas regardé des chiffres. Donc je vous parle comme ça. Je pense que la seule vraie limite qu'on doit avoir à l'innovation, c'est la limite éthique. Le clonage des êtres humains, ça c'est la limite de l'innovation. Pour le reste, je pense qu'on doit débrider l'innovation. L'innovation, franchement, c'est pour ça que dans le débat sur le réchauffement climatique, je peux passer pour technolâtre. Mais je pense que je pense pas, par exemple, l'idée que, je vais le dire autrement, la grande idée que les ressources sont finies, par exemple les ressources énergétiques, et que nous vivons dans le monde de l'univers des ressources finies, et que c'est ça qu'il faut que nous traitions, me paraît faire l'impasse sur une ressource infinie qui est le cerveau humain. Quand on voit le nombre de défis qu'on a relevés par l'innovation technologique, je pense qu'il ne faut pas freiner les innovations, il faut les accélérer. Évidemment, sous réserve que ça ne modifie pas notre civilisation, que ça n'affecte pas les valeurs fondamentales humanistes auxquelles nous sommes attachés et l'éthique. Mais sous cette réserve, après, je pense que l'accompagnement, la transformation des organisations, de la formation, de l'éducation, du management des entreprises s'associera à ces révolutions, mais il faut plutôt les pousser que les freiner. Mais peut-être que je me trompe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Denis Oliven. Donc vous allez pouvoir discuter encore avec des gens en signant votre livre. Merci beaucoup.